Ok, bonjour à tous. Bon, c'est l'heure, je pense qu'on va commencer ce deuxième webinaire. Alors, aujourd'hui, on va vous présenter le CRCN, hein, c'est le cadre de référence de compétences numériques, et PIX. Pour présenter ce webinaire, je suis avec Rafik qui est à mes côtés, et on va présenter ceci à deux voix. Alors, le plan de la présentation est le suivant. D'abord, la présentation du cadre de référence, puis quelques mots sur la mise en œuvre dans les établissements, et enfin, quelques mots sur les trois plateformes qui concernent cette certification. La plateforme PIX, la plateforme PIX Orga, dont on parlera plus en détail la semaine prochaine, et enfin la plateforme PIX Certif, qui elle sera présentée, je pense, lors d'un webinaire au début de l'année scolaire prochaine. Voilà. Alors, ce cadre de référence des compétences numériques est un cadre qui est entré en vigueur à la rentrée 2019, la dernière rentrée. Je vous dirai quelques références sur les textes et sur les ressources concernant ce cadre. Il remplace bien entendu les référentiels existants concernant le B2I, B2I de l'école primaire jusqu'au lycée, mais également le C2I universitaire qui, avec le B2I, sont deux certificats qui sont morts à la rentrée dernière. Subsistent encore les C2I professionnels, comme le C2I 2E, que vous connaissez bien, qui est en cours de modification et il faudra encore attendre quelques années avant qu'il soit modifié. Enfin, ce cadre de référence concerne tous les élèves de l'école élémentaire jusqu'à l'université, et je dirais même au-delà, puisque ce cadre de référence et cette certification s'adressent également à tout citoyen. Alors, les textes officiels, en fait, vous allez voir trois diapos qui vous présentent tout le décret. En fait, ce sont les mêmes. C'est le même décret qui est en trois parties. Il date du 30 août 2019. Je vous invite à y jeter un coup d'œil. Il est paru au journal officiel le lendemain, le 1er septembre 2019. Et le premier que vous voyez ici, avec la référence, concerne le cadre lui-même de référence qui est considéré comme un outil de positionnement et de certification des compétences numériques. Ce cadre de référence est inspiré d'un cadre beaucoup plus général, beaucoup plus vaste, qui est un cadre européen qui s'appelle DIGCOM, ce qui signifie Digital Competence Framework for Citizens, qui est un cadre qui date de 2017 et nous sommes actuellement à sa version 2.1 exactement. L'objectif de ce cadre européen est de soutenir les pays qui participant à la conception de politiques, de mesures et de programmes et de dispositifs qui favorisent évidemment le développement des compétences numériques des élèves, mais également des citoyens. La suite de cet arrêté, toujours du 30 août, qui lui précise que les compétences doivent être évaluées dans les écoles, collèges et les lycées et sont en lien avec les programmes scolaires en vigueur. Et enfin, la troisième partie de cet arrêté qui parle de la certification PIX, qui prévoit que les compétences numériques qui sont définies dans le cadre précédent, acquises par les élèves dans les établissements privés et publics et privés sous contrat, mais également les étudiants, qui font l'objet d'une certification nationale qui sera délivrée via une plateforme en ligne qui, elle, s'appelle PIX, dont on parlera dans un instant. Voilà, enfin, pour terminer avec les textes de référence, le cadre de référence, comme je l'ai dit tout à l'heure, fait appel et est fondé et se base sur les programmes scolaires. Donc, il faut bien entendu s'inspirer du numérique dans les programmes, en particulier dans les cycles 1, 2, 3, 4, où on détaille de façon assez explicite le lien des disciplines avec les compétences numériques.
le numérique dans le socle commun et tout récemment, plus récemment en tout cas, les nouveaux programmes de lycée qui font appel aux compétences numériques à développer chez les élèves. Enfin, un document que je vous invite vivement à consulter, c'est le document d'accompagnement du CRCN qui date du mois de novembre dernier. Donc vous avez l'adresse URL qui vous permet d'en prendre connaissance. C'est un document qui s'adresse à la fois aux élèves et à leurs familles pour présenter le dispositif de compétences numériques, mais également aux enseignants pour accompagner ce développement des compétences numériques et leur évaluation, bien entendu, mais également aux équipes de direction qui vont devoir organiser la certification au sein des établissements. Donc Eric vous a présenté donc un petit peu les textes fondateurs du CRCN et maintenant on va présenter un petit peu l'outil en lui-même. Donc c'est un outil qui se présente sous la forme de 5 domaines avec donc 16 compétences. Et pour chaque compétence, on distingue donc 8 niveaux de maîtrise. Vous voyez sur la diapo que vous voyez là, c'est noté de 1 à 5, parce que de 1 à 5, ce sont les niveaux de l'enseignement scolaire. Les niveaux 6 à 8 sont plus des niveaux donc universitaires, voire donc d'experts. Alors, comment ça fonctionne? La philosophie de ce CRCN, c'est basé sur la progressivité, et sur l'adaptativité, c'est-à-dire que les exercices sont fonction des niveaux de compétences préacquis ou acquis pendant les évaluations. On va voir ça un peu plus tard. Donc, on a dit 8 niveaux de maîtrise. Vous voyez, comme vous pouvez voir sur la diapo, donc chaque niveau regroupe donc deux. Vous savez, on a vu dans la diapo précédente qu'il y avait des niveaux 1 à 8, dont les 5 premiers pour le scolaire. Et ben, chacun de ces niveaux de maîtrise sont déclinés de la façon suivante. Novice, donc pour les niveaux 1 et 2, indépendant pour les niveaux 3 et 4, avancé 4, 5 et expert 5, 6. Novice, c'est véritablement les niveaux pour nous, finalement, en collège, novice à indépendant, collège, lycée. Alors, la déclinaison, novice, c'est vraiment les capables de réaliser des actions élémentaires, des actions simples, des solutions simples, une recherche simple sur Internet. Indépendant, c'est de pouvoir déjà élaborer soi-même sa procédure de recherche ou aider d'autres. Avancer, évidemment, là, c'est de pouvoir affronter des situations qu'on n'a pas du tout vues, des situations nouvelles. On verra quelques exemples. Transmettre avec aisance, être capable de créativité. Et enfin, expert, c'est évidemment être capable de faire face à des situations inédites qu'on n'a pas vues du tout, analyser un besoin, proposer des éléments de réponse, etc. Donc voilà un petit peu les 4 niveaux, sachant que nous, collège-lycée, on sera surtout concernés par les niveaux novices et indépendants. Alors, ces 5 domaines donc du CRCN, on va vous les présenter un petit peu un par un peu rapidement. Alors, sur le site de la DAN, vous trouverez les domaines et avec chaque niveau, quels sont les attendus pour chacun des niveaux de compétences de 1 à 5. Là, donc, dans un premier temps, on va juste donner un petit peu qu'est-ce qu'on attend de ces domaines et surtout la différence par rapport au C2I. Au B2I, pardon. Puisque, pour reprendre le premier item, dans le B2I, c'était information. Ici, on est bien information et données. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement que ce soit important de faire de la recherche et de la recherche. Il y a peut-être quelqu'un qui a terminé quelque chose. Si vous pouvez regarder, fermer vos... Ça marche pas. Il y a un problème de connexion. Bon, il y a un petit souci de bruit là, ou de l'arsène. Si vous entendez, bien, c'est bon. les gens ont des micros ouverts, essayez de les fermer.
Donc, on revient sur information et données. Donc, on a dit les informations, la recherche d'informations, ça existait déjà un peu dans le B2I. Ici, vous voyez, c'est très nettement indiqué la gestion et le traitement de données, notamment interpréter des données à l'aide d'un tableur, à l'aide d'un logiciel de SIG, de système d'information géographique, un logiciel de traitement d'enquête, etc. Donc, véritablement, le travail, la gestion et le traitement des données est un aspect très important de ce premier domaine. Donc, et voilà ce que je vous disais juste précédemment. Vous voyez que chaque domaine est accompagné vous le trouverez sur le site de la DAN, sur notre site. Vous voyez, vous avez les niveaux 1, 2, 3, 4 et avec les attendus pour chacun des domaines. Donc, vous aurez le PDF pour pouvoir les regarder plus amplement. Donc, je ne reste pas tellement sur les tableaux. On va plus parler des domaines de façon globale. Donc, deuxième domaine, donc sur les 5, la communication et la collaboration. Là encore, vous voyez, par rapport au B2I, on avait un domaine qui était communication. Là, on a rajouté la collaboration, puisque, évidemment, les éléments, je dirais, fondamentaux, c'est l'interaction, c'est-à-dire utiliser les messageries instantanées, les systèmes de visioconférence, etc. Le partage de contenu. Donc le partage évidemment par web, par les applications, par les réseaux sociaux, etc. La collaboration, l'écriture collaborative, comme dans ce qu'on a montré dans le précédent webinaire, comme CodeIMD, etc. Donc pour pouvoir coproduire des ressources. Et puis maîtriser un petit peu sa présence sur le web. Aussi apprendre comment construire un petit peu son profil web pour les élèves au cours de leur scolarité. Donc, là encore, vous voyez le tableau avec les niveaux 1, niveau 2. On n'a mis que niveau 1, niveau 2, mais sur le site, vous avez les 5 niveaux, avec les attendus pour chacun des items du domaine. Domaine 3, la création de contenu. Là encore, c'est véritablement important puisque par rapport au B2I, on attendait surtout des créations de contenu multimédia. Bon, c'est toujours attendu, évidemment, avec du son, de l'image, de la capture vidéo, etc. Mais quelque chose de nouveau, et c'est clairement explicité, comme vous pouvez le voir, écrire des programmes et des algorithmes. Alors évidemment, il ne s'agit pas de coder des choses compliquées, mais en tous les cas, d'être capable de lire un petit peu un bout de code, de le compléter, de le modifier un petit peu, d'utiliser des environnements de développement informatique, des logiciels de planification, etc. Évidemment, dans les contenus numériques, c'est qu'on pense bien au contenu riche au-delà du simple PDF ou d'un petit film. On pense aussi à des contenus très élaborés comme un jeu, un site web, etc. Donc là encore, le tableau qui montre les attendus par niveau et en fonction de chacun des items du domaine. Domaine 4, protection et sécurité, domaine là encore extrêmement important. Quand on parle de protection de sécurité, c'est bien sûr toujours deux aspects. C'est la protection des personnes, la sécurité des personnes, mais aussi des matériels et de l'environnement. Donc, il s'agit de savoir sécuriser un petit peu ses équipements, savoir se prémunir contre les attaques, éviter de cliquer sur des liens qui nous mènent vers des liens de phishing, etc. De maîtriser les traces que l'on laisse sur le net et de façon générale protéger ses données personnelles. Et donc là, il y a véritablement un travail de fond à faire, comme le récent confinement nous a montré qu'il y avait plein de problèmes quand on utilise des logiciels qui ne protègent pas suffisamment nos données personnelles, qui ne sont pas conformes au RGPD. Donc là encore, le tableau avec les attendus par niveau. Et enfin, le dernier domaine, donc l'environnement numérique. Donc là, on est vraiment dans le domaine le plus vaste, puisqu'il s'agit d'abord de maîtriser un petit peu sa machine, de maîtriser un peu les systèmes d'exploitation, de connaître un petit peu les ressources humaines ou techniques qui sont disponibles dans son environnement de travail. Ça peut être des collègues, ça peut être des services de ressources, etc. Donc là, on est véritablement dans l'aspect le plus général du numérique.
avec, là encore, donc, les attendus. Vous voyez, notamment, quand on dit résoudre des problèmes numériques, hein, décrire l'architecture simple d'un ordinateur. Voilà, on est vraiment un petit peu dans le dur, on va dire. Dans l'environnement. Dans l'environnement, pardon. Donc, mise en œuvre du CRCN, dans les établissements, là, je laisse la parole à Eric. Alors, voilà, le cadre est présenté. Maintenant, il faut préparer nos élèves à ces différentes compétences. Et je pense que vous l'avez tous bien compris, il n'y a pas d'horaire dévolu à un enseignement sur ces compétences numériques. La formation et l'évaluation de ces compétences se déroulent durant tous les enseignements en lien avec les programmes et le socle pour ce qui concerne l'école et le collège. Et je profite aussi, on a des petits retours son. Attention à Rodolphe et Nacera, si vous pouviez fermer votre caméra et votre audio, s'il vous plaît. Excuse-moi, oui. Eric, tu peux continuer. Oui, non, mais il faut le dire. Alors, les niveaux de maîtrise sont évalués selon l'échelle qui a été présentée tout à l'heure par Rafik. Voilà, alors on le verra bien dans la présentation du portail PIX, parce que ce sont des exercices qu'on présentera aux élèves qui sont vraiment basés un peu sur l'essai-erreur, puisque à chaque erreur, le portail présentera un certain nombre de tutoriels pour essayer de combler les difficultés qu'a rencontré l'élève lors de l'exercice. Alors, on va parler du portail tout à l'heure et de la certification, mais vous avez bien compris que la préparation de nos élèves à la maîtrise de ces compétences numériques démarre dès l'école. Et ce n'est qu'à partir du cycle 3 néanmoins qu'il y a véritablement une évaluation dans le livret scolaire unique. Alors en particulier à la fin du cycle 3, les niveaux atteints sont reportés sur ce LSU dont j'ai parlé à l'instant. Rodolphe, s'il te plaît, si tu peux fermer ton micro et ta caméra. Rodolphe Gio, s'il te plaît, merci. Merci. Alors, c'est peut-être pas très très clair sur le portail, parce qu'en fait, pour que ce soit éteint, il faut que ce soit rouge. C'est bien ça? Oui. Voilà. C'est rouge. Et les icônes sont toujours barrées. Voilà. Que le micro soit ouvert ou fermé. Alors, c'est effectivement. Mais sachez que nous, on entend évidemment, vous êtes à 25 me semble-t-il, on entend donc 25, si les micros sont branchés, on entend 25 bruits de fond et qui se répercutent après. Et n'oubliez pas aussi d'utiliser le chat pour poser des questions à mesure. Oui. Alors je ne sais pas si on est peut-être allé un peu trop vite, Rafik, mais voilà, on va peut-être ralentir un petit peu. Prenez votre temps, nous aussi. Posez des questions dans le chat. Mes collègues de la DAN là sont ici présents avec moi. Ils reportent ces questions sur le diaporama qui est en train de se dérouler et on les découvrira ensemble et on essaiera d'apporter des réponses aujourd'hui et puis sinon mercredi prochain. Voilà, et enfin, la partie un peu plus délicate, c'est l'évaluation de ces compétences à la fin du cycle 4, donc en classe de 3e, et à la fin des cycles terminaux. Alors, cycle terminal de lycée général et technique, de lycée professionnel, mais également les élèves de terminale CAP sont concernés. Et également les élèves qui sont en classe préparatoire ou en classe de technicien supérieur, c'est-à-dire tous les étudiants qui se trouvent en environnement lycée. Ces élèves-là doivent passer obligatoirement une certification dès l'année 2020-21. Donc, pour la première certification, pour nous, se déroulera au cours du mois d'avril-mai 2021. Certification, j'en profite déjà pour le dire maintenant, qui ne sera valide que pour une durée de 3 ans. Alors, à partir de la 5e, donc pour les élèves qui entrent dans le cycle 4, pour les premiers qui seront véritablement,
qui passeront cette certification au bout de 3 ans, ils doivent être inscrits sur cette plateforme et le protocole sera précisé dans le webinaire de la semaine prochaine. Alors, s'il y a des référents numériques ou des référents PIX parmi vous, vous savez le problème que nous avions l'an dernier, qui vous avait été présenté lors de la rencontre des référents au mois d'octobre ou de janvier, je ne sais plus exactement, c'est que l'inscription à PIX Orga aurait dû nous poser quelques difficultés, puisque initialement elle ne pouvait se faire qu'à l'aide d'une adresse mail, problème qui est évité pour les élèves de métropole qui travaillent derrière un unité, et nous aurions été extrêmement embêtés. Ce problème est enfin résolu, et les élèves n'auront pas besoin d'adresse mail. Vous savez que c'est toujours embêtant lorsqu'il faut gérer des comptes personnels des élèves. Alors, les schémas de progressivité des apprentissages, que ce soit à l'école et au cycle 4 et au lycée, se présentent de la forme suivante. Donc, vous avez au début des cycles 2 et 3 une organisation de parcours de formation que les maîtres devront mettre en œuvre, parce qu'ils ne sont pas proposés par PIX-Orga, hein, le portail PIX, les portails PIX Orga et d'évaluation PIX ne sont pas destinés aux élèves de l'école ni des élèves de 6e. Il est question de la création d'un portail PIX Junior. On en saura un peu plus dans quelques mois. Donc, une préparation suivie de parcours de formation au cours de l'école et jusqu'à la fin de la 6e, puis on enrichit ces parcours durant les 3 classes de collège pour arriver aux premières certifications. Alors, le schéma de progressivité des apprentissages se présente sous cette forme-là, au sein de 5 cycles. Donc, vous voyez le cycle formation, évaluation et remédiation. Remédiation, comme je vous l'avais dit, puisque le portail PIX propose des tutoriels lorsque l'élève a mal réussi ou n'a pas acquis une compétence qui a bien été repérée par les exercices qui ont été proposés. Voilà, bon, je vous laisse découvrir ces 2 dernières diapos. Elles sont issues du document d'accompagnement. Alors, enfin, arrivons à PIX. On parle maintenant depuis un certain temps, depuis presque une demi-heure, et puis on n'a pas encore dit ce que c'était. C'est un portail. C'est un portail, et comme je l'ai dit, PIX n'est pas un acronyme, ça ne veut rien dire. Je ne sais pas pourquoi on a choisi ce mot. Alors, c'est un groupement d'intérêt public qui met en œuvre plusieurs membres. L'État, d'abord, qui est celui qui a passé la commande auprès de ce mouvement. Le CNED, qui aide le Centre national d'enseignement à distance, hein, qui aide à la mise en œuvre et à la création de ce portail. Et enfin, l'Université de Strasbourg, mais également l'université dite ouverte, une des universités ouvertes. Alors, les universités ouvertes, et tout particulièrement celle qui fait partie de ce groupement, c'est l'Université ouverte des humanités, qui est un regroupement d'établissements supérieurs qui met gratuitement à disposition des ressources, aussi bien pour les enseignants que pour les étudiants. Et évidemment, à titre gratuit. Voilà, ce portail PIX est enfin présenté avec une adresse extrêmement simple, https://pix.fr. C'est un service public en ligne d'évaluation et de formation. D'accord ? Alors, il est vrai qu'au début, lorsqu'on a parlé pour la première fois de PIX, on a peut-être fait trop rapidement la confusion entre certification et évaluation formation. Je pense que c'est un bel outil de formation pour nos élèves, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour les élèves du cycle 4. Bon, quoique, vous pouvez, même si le portail est peut-être, ou les exercices, la progressivité qui est proposée est peut-être un peu difficile pour les élèves de CM2 et de cycle 3, on peut néanmoins s'en inspirer et adapter les exercices pour proposer aux élèves des activités. Alors, c'est une plateforme, comme je l'ai dit,
qui repose sur un logiciel libre, qui est gratuit, et qui est gratuit non seulement pour les collégiens, c'est-à-dire pour et les lycéens, mais également pour les étudiants et les professionnels et tous citoyens. La seule différence, c'est que les citoyens qui souhaiteront obtenir une certification, ben, on leur demandera une petite participation, semble-t-il, de trentaine d'euros. Voilà. Alors, du coup, Pix, à quoi ça sert? Bon, on a présenté un petit peu la plateforme. On a vu que c'est une plateforme qui était donc qui reposait sur 3 ensembles: Pix, Pixorga, Pixcerti. Pix en soi, il a vraiment quatre objectifs qui sont donc, quand on dit diagnostiquer, c'est-à-dire bien évidemment évaluer, finalement, positionner les élèves, dire à quel niveau de compétences ils sont en fonction des différents domaines. L'évaluation, la valorisation, on a tendance peut-être à les regrouper en un seul item, dans la mesure où, comme a dit Eric tout à l'heure, on est sur le système de l'erreur qui permet de progresser. Donc l'évaluation est intimement liée à la valorisation, c'est-à-dire que on va toujours proposer aux candidats des niveaux de difficulté faisables. C'est-à-dire que si il a passé un cran, qu'il n'arrive plus à répondre aux questions parce que le niveau de difficulté est trop élevé, parce qu'il est passé, mettons, à un niveau 4, ben, la plateforme va automatiquement redescendre à un niveau 3 pour lui permettre de pouvoir continuer à réussir les exercices avant de passer donc à un niveau 4. Et enfin, la certification qui ne vient qu'en fin de cycle, hein, et qui, elle, finalement, est là pour valider le profil qui a été construit tout au long du cycle. Alors, pourquoi finalement changer par rapport au B2I, etc. On a dit que la plateforme datait de 2016, 2017, première mise en œuvre 2019, et en réalité, ben parce que le B2I, ça datait de 2000. Donc 20 ans au niveau de l'informatique, c'est quand même beaucoup. Et il s'agissait donc, voilà, comme indiqué dans la diapo, d'abord de trouver des manières fiables de mesurer les compétences, puisque là, on peut dire qu'il y a véritablement comment dirais-je, la validation des compétences est identique quel que soit l'endroit du territoire où on se trouve. Hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais c'est-à-dire que ça ne dépend pas de fiches, vous vous rappelez, comme on devait mettre des croix, etc. Là, c'est véritablement, on est évalué par la plateforme, donc tout le monde est évalué de la même façon. Ça, c'est quelque chose d'intéressant, d'où la notion de repère partagé non seulement au sein de la communauté des élèves, mais au niveau européen, puisque ça dépend donc du DIGCOMP. Donc voilà. Ensuite, ça permet donc de donner effectivement des outils aux collègues, professeurs pour préparer donc leur cours et leur enseignement. Et enfin, la notion de co-construction de services publics, c'est véritablement l'idée de l'agilité, c'est-à-dire, il vous a dit tout à l'heure qu'on était à la version 2.1 de la plateforme du DIGCOMP, c'est-à-dire que le référentiel n'est pas figé. Hein, le référentiel essaie de suivre l'évolution informatique et évidemment la certification de même. On va essayer de suivre donc les évolutions technologiques et numériques. Alors, la construction de PIX, donc sur le DIGCOMP, on l'a dit, sur le socle commun de 2016, sur les nouveaux programmes et le CRCN. Donc ça, on l'a dit, mais je crois qu'il fallait bien le rappeler. Et surtout cette histoire de sources européennes et nationales. Hein, ça a été vraiment un travail fait à l'échelle de l'Europe, et c'est pour ça que ça, finalement, je crois qu'il y a 17 pays sur 25 qui ont mis en œuvre, donc dont la France. Plateforme libre. Alors pourquoi libre? C'est important parce que ça ne veut pas dire forcément gratuite. Ici, en l'occurrence, elle est gratuite parce que c'est le ministère qui paye, mais libre, c'est surtout en ce sens où, comme son code est accessible, il n'y a rien de caché. Et donc, c'est vraiment compatible avec le RGPD, le Règlement général pour la protection des données, puisqu'on récupère des données concernant les collégiens, les lycéens, etc. Et donc, vous voyez que ça concerne les scolaires, collégiens, lycéens,
mais aussi les étudiants, les professionnels, hein, qui peuvent aussi évidemment demander des certifications. Et au-delà de ça, tout citoyen peut, même s'il ne se certifie pas, mais peut déjà se positionner et faire des exercices qui sont plus des énigmes à résoudre et qui peuvent intéresser les citoyens pour le monde, pour vivre correctement dans le monde, dans l'environnement numérique. Alors, qu'est-ce que évaluent les plateformes? Elles évaluent donc deux choses finalement, cette plateforme: les savoir-faire, c'est-à-dire comment est-ce que je vais résoudre tel ou tel problème, et puis elles permettent aussi d'acquérir des connaissances à mesure que l'on se heurte à des nouvelles questions. Et surtout, il y a beaucoup aussi d'exercices sur notre présence sur les réseaux sociaux, un peu quels sont les risques que l'on encourt, quels sont les avantages que l'on a utilisé telle ou telle plateforme plutôt que telle ou telle autre. Et les questions donc sont assez variées, c'est jamais les mêmes qui reviennent, et ça permet donc véritablement de travailler ces trois domaines: les savoir-faire, les connaissances et les enjeux finalement du numérique. Ah, t'as pas dit ça là? Non, oui. Les tests, donc évidemment, découvrir, évaluer, puis certifier à la fin. Les questions sont adaptatives, on l'a dit, et ça c'est véritablement la grande nouveauté de ce type de certification, contrairement au B2I qui était fixe, hein. Les épreuves sont corrigées de manière automatique, c'est-à-dire qu'on n'a plus, le prof n'a plus finalement est débarrassé de cette tâche de simple correction. Par contre, on gagne, mais ça on le verra la prochaine fois avec Pixorga, on gagne beaucoup dans la qualité du suivi de cette correction automatique. Le prof a des feedbacks qui lui expliquent bien où sont les problèmes des élèves, où est-ce qu'il y a matière à retravailler, etc. Et l'élève également. Et puis, à chaque fois, on a des pistes de tutos qui sont proposées à la fin des activités. Alors, on a eu déjà la question de PIX pour les enseignants. En réalité, pour l'instant, comme l'a dit Eric tout à l'heure, il n'y a pas de certification de niveau 2 professionnel, donc ni pour les enseignants, ni pour les infirmières, etc. Par contre, on a un autopositionnement qui n'est pas professionnel, puisque cette partie professionnelle de l'acte d'enseigner n'est pas encore évaluée par PIX, mais elle évalue quand même les compétences numériques générales, donc de maîtrise d'environnement numérique. La plateforme Pixorga, on la verra bien sûr en détail le 10 juin, hein, lorsqu'on va faire le webinaire sur Pixorga. Pour l'instant, ce que l'on peut dire, c'est qu'elle permet donc deux choses. D'abord, de générer des parcours et de générer des parcours et de suivre les besoins de formation en montrant par groupe, par classe ou par individu, quelles sont les difficultés que peuvent rencontrer les élèves. Deuxième avantage, mais je crois que Eric l'avait dit aussi tout à l'heure, pour l'instant, on n'a pas besoin d'ouvrir de compte mail pour les élèves, etc. Les élèves peuvent sont inscrits directement et automatiquement par l'établissement, par le référent PIX. C'est ce que l'on verra donc plus en détail, ça évidemment, la prochaine fois. Et ça, c'est vraiment important parce que tous les élèves, de la 5e à la terminale, peuvent être importés dans PIX automatiquement, de façon assez simple. Voilà. Donc finalement, Eric. Bon, on complétera tout ça lors du prochain webinaire, puisqu'il y a un certain nombre de manipulations à effectuer, comme on l'a dit maintenant, hein, importer les élèves dans la plateforme, importer les données des élèves, et surtout créer des parcours de formation. Hein, on ne rentre pas plus dans le détail, mais un PIX n'est pas un simple outil d'évaluation, mais également un portail qui permet d'entraîner les élèves à l'acquisition des compétences numériques. Alors, cette certification, on en parlera
lors d'un webinaire, je l'ai dit, au mois d'août ou septembre. Tout n'est pas encore tout à fait au point, et il y a néanmoins un certain protocole à mettre en place, puisqu'il y a un cahier des charges extrêmement précis qu'il faudra que les établissements respectent pour qu'ils puissent passer cette certification. Alors, cette certification aurait dû commencer dès le mois d'avril de cette année, mais malheureusement, la crise sanitaire a tout fait reporter à l'année prochaine, parce que nous avons quand même un petit souci, ou plutôt vous allez avoir un tout petit souci dans les établissements, puisque pour passer cette certification, il est impératif que les élèves soient positionnés. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un positionnement? C'est qu'ils aient au moins 5 compétences de validées sur le portail PIX. Et c'est lorsqu'ils auront ce positionnement sera effectué, seulement à ce moment-là, ils pourront passer la certification. Alors, ce positionnement aurait dû s'effectuer lors de ce dernier trimestre, mais malheureusement, il a été bien écourté. Il faudra donc s'y mettre très rapidement dès le mois d'août pour que le positionnement soit à peu près... alors, quand je dis positionnement, je parle positionnement des élèves de 4e et de 3e pour nos élèves de collège et de première et terminale pour les élèves de lycée. Donc, voilà. Cette certification se passera dans les établissements scolaires, comme on l'a dit, tout en respectant un protocole et un cahier des charges assez sévère, c'est bien. Donc la nécessité de positionnement, c'est ce que je viens dire à l'instant. N'oubliez pas de poser vos questions, parce qu'on a bientôt fini là pour répondre à vos questions. Cette certification est valable pour une durée de 3 ans. Elle est reconnue au niveau national et européen, non seulement dans le monde de l'éducation, mais également par le monde professionnel. C'est raison pour laquelle cette certification ne sera valable que sur une durée très courte, puisque le monde numérique change et évolue beaucoup et rapidement. Voilà, alors pour conclure, avant de passer et de répondre à certaines de vos questions sur la présentation de ce cadre de référence, on vous propose de passer en revue quelques petites questions, quelques tests qui sont proposés sur le portail. Alors, vous verrez en regardant que beaucoup d'entre elles reposent sur une même structure, et les valeurs numériques ou les données sont souvent changées pour éviter l'effet mémoire. Alors, on ne va pas rentrer en détail, on vous les présente, comme je l'ai dit, très rapidement, simplement pour que vous ayez une petite idée du type de compétences qu'il faut travailler, et on en a repéré quelques-unes. Par exemple, celle-ci, vous voyez que Roberta Bondard, ça fait pas partie de la culture générale d'un élève de l'école ou du collège, mais l'idée est donc d'apprendre aux élèves à utiliser un moteur de recherche et surtout à interpréter l'information que lui donne le web. Est-ce que c'est une information, cette information est fiable, etc. Est-ce que le site sur lequel on a trouvé cette information est fiable? Voilà, tout ça, c'est des choses qui font partie de l'éducation numérique qu'il faut pour avec les élèves. Des questions de type de manipulation, des questions de type bureautique, je dirais, vous voyez que les 2 premières sont tout à fait, qui pourraient tout à fait être des exercices que l'on peut donner à des élèves de l'école. Donc là, c'est la manipulation du clavier, la ponctuation et les espaces à respecter dans un traitement de texte. Alors, j'y vais là? Ouais. Allez, on change. Là, c'est pareil. Trouver les conditions générales d'utilisation, les CGU. C'est-à-dire souvent, on ne pense pas à aller regarder les CGU
des sites. Et voilà, là, on demande d'aller en détail vérifier le titre d'un article. Donc, ça permet de voir si les gens peuvent aller chercher un petit peu en profondeur dans les sites web. Je vais aller un peu plus vite pour laisser un peu de temps pour les questions. Hein. Donc, autre exemple, voilà, ce qu'on en parlait tout à l'heure, exemple d'articles partagés sur un réseau social. Vous voyez toutes les questions, capables de rester les noms des grandes villes sans en oublier une seule. Oui, non. Quels sont les sites qui donnent des fausses nouvelles, les fake news, hein. On nous conseille, par exemple, ici d'utiliser Decodex, qui est un site du journal Le Monde, qui permet de reconnaître un petit peu les sites sérieux, des sites un peu parce qu'il y a même des sites juste d'humour, etc., mais qui sont pas forcément, qui ne donnent pas forcément des nouvelles vraies. Ouais, ça va. Si, voilà. Remplacer le mot simple. Voilà. Là encore, on est dans du traitement de texte, dans de la bureautique. Comment peut-on remplacer un mot dans un grand texte, etc. Alors, il y a plein de questions de ce type. Hein. Là, c'est comment remplacer un mot, mais ça pourrait être dans un tableur, on pourrait avoir d'autres exercices, etc. Mais donc, qui montre bien que qu'on a besoin du numérique pour le faire. C'est-à-dire que quand ce fichier, si on le télécharge, c'est pas un fichier qui fait 3 pages. C'est un fichier qui fait peut-être 50 pages, et dans lequel, évidemment, le mot Semper est présent peut-être 300 fois. Donc, il est évident qu'on ne peut pas le chercher à la main. C'est bien pour montrer comment il faut utiliser les automatisations, etc. Vous remarquerez alors qu'à l'issue de ces premiers exercices qu'il est nécessaire que le réseau de l'établissement soit correctement configuré, puisqu'il faut permettre aux élèves d'aller sur de nombreux sites, mais également la possibilité aux élèves de télécharger et de manipuler des fichiers, textes, sons, audio. Images aussi. Voilà. Alors là encore, voilà, Axel veut créer une application. Voilà, et évidemment, où est-ce qu'on peut trouver les données, comment on peut les télécharger, reconnaître un ID, reconnaître le nombre de places, etc. Donc vous voyez, véritablement des outils de recherche là, bien plus avancés encore. Ah, voilà, là par exemple, de reconnaître sur une interface web, sur un navigateur, quels sont les éléments qui nous montrent que le site est sécurisé ou pas. Donc voilà, alors, il y a le choix de 5 éléments. Évidemment, les 5 ne montrent pas que le site est sécurisé. C'est à nous de choisir. Voilà. Là encore, voilà, typiquement un tableau, tout à l'heure on avait vu dans Word, dans Word ou ODT, vous voyez, à chaque fois c'est soit un traitement de texte le plus utilisé Word, ou soit le libre, hein, avec LibreOffice. Là on est dans du tableur, hein, vous voyez, la taille de 419 communes, donc vous voyez, ça va être un tableau extrêmement grand. Et il faut évidemment arriver à trier le tableau, à faire des opérations de gestion, de tri de données afin de trouver un résultat. Donc voilà le type d'exercice aussi. Là, pareil, reconnaître, savoir le fonctionnement de Wikipédia, reconnaître qui a changé la page, quand, à quelle date, etc. Et Wikipédia offre vraiment beaucoup d'informations pour savoir qui a modifié quoi, quand, etc. Donc là, c'est un des exercices là-dessus. Et oui, dans ce même exercice, il y a plusieurs étapes. Hein. C'est ça qui est intéressant. Ce sont des exercices qui sont construits sous la forme de défis ou d'enquêtes ou de recherches, parce que l'élève a plusieurs manipulations à effectuer pour trouver le pays. Je ne sais pas si vous connaissez la rubrique de contribution à Wikipédia, mais d'abord, ça dépend du site, mais elles sont très fournies, et les pays des contributeurs sont repérés par leur adresse IP. Donc, c'est ayant l'adresse IP qu'il faut aller chercher sur un autre site le pays dont est le contributeur. Voilà, tout à fait. Les résultats ne sont jamais immédiats. Hein. Voilà. Et puis on va peut-être terminer par ce dernier test qui vous montre bien que les exercices sont sous forme d'enquête. Voilà. Donc, on vous donne une photo. Quel est le code postal de la commune où a été prise cette photo? Alors, bien entendu, on ne repère aucun élément de monument historique qui permet de trouver la commune. Et les traces de pas ne suffisent pas. Non, voilà. Donc il faut chercher un peu plus. Et puis
c'est vrai qu'il faut donner au début quelques petites pistes aux élèves, mais là, la première piste à donner, ce sont les métadonnées de la photo qui permet de repérer grâce à la photo géolocalisée par le GPS, de trouver la commune sur différents outils. Voilà. Et puis, alors il y en a encore d'autres, mais vous pourrez voir sur le PDF. Ce que vous pourrez voir sur le PDF ou sur la vidéo qui est enregistrée. On va peut-être s'arrêter là, et puis on va peut-être juste s'arrêter sur cette dernière. Voilà, est-ce que Che Guevara a pu jouer avec John Lennon, hein? Et puis si la réponse est non, ça sera l'enregistrement vidéo. Voilà. Bien, écoutez, voici la présentation. Donc les questions de PIX sont très variées, le nombre est extrêmement important. Elles portent sur les 5 domaines et je vous laisse découvrir, si vous ne l'avez pas encore fait, ce sera l'occasion de créer votre compte PIX ce soir. Et nous allons passer maintenant aux questions et vous allez voir la manipulation, alors une première manipulation à effectuer puisqu'il faut synchroniser le diaporama et en direct vous avez les questions, on va essayer de les découvrir en même temps que vous. Modalité pour récupérer les présentations Keynote support de votre webinaire, où et quand? Alors non, on ne va pas mettre le Keynote à disposition, on vous met le PDF, hein, mais ça revient exactement au même. Vous le trouverez sur le site de la DAN. Hein. À l'endroit où vous êtes inscrit. Voilà, à l'endroit où vous êtes inscrit, sur le programme des 4 webinaires, vous avez l'agenda hein, du mois de juin, et pour chaque webinaire, vous avez la possibilité donc, de vous inscrire pour les 2 suivants, mais également de télécharger la vidéo et le PDF alors qui reprendra l'intégralité de la présentation, mais qui sera complété par les questions et les réponses. Voilà. Le précédent d'ailleurs, le précédent webinaire est déjà en ligne, hein, et celui-ci donc sera en ligne dans la soirée. Demain matin ou plus tard. Deuxième question, quelle est la finalité de tout ça? Pourquoi les élèves se retrouvent-ils à être obligés de valider les compétences numériques? Et surtout pourquoi et depuis le plus Alors, ça c'est surprenant, hein, surprenent. Grande question. Mais je pense que si je peux commencer, la première finalité, je crois qu'elle elle a été expliquée, c'est finalement de pouvoir permettre à tout citoyen, à toute personne d'entrer quand même dans ce monde numérique, d'être capable de, je sais pas, en ce moment par exemple, il faut remplir les impôts, il faut compléter, et toutes les administrations, tous les services sont de plus en plus numériques, et il s'agit au moins, au minimum, à minima, de pouvoir se retrouver à l'aise dans l'usage, dans les usages, je dirais, quotidiens maintenant du numérique. Pour compléter un tout petit peu et pour répondre un peu à la question, pourquoi depuis le plus jeune âge, savez-vous qu'actuellement, plus de 50% des élèves qui se trouvent en classe préparatoire feront un métier qui n'existe pas encore maintenant. Et ces métiers, ces futurs métiers qu'on va créer, ne peuvent qu'utiliser encore davantage les outils numériques. Voilà. Graphique à donner aussi pour compléter aussi, c'est que le plus jeune âge aussi, parce que je crois que c'est plus on est jeune, plus on a la capacité d'apprendre. On parle par exemple de ça, de découvrir une langue étrangère, etc., d'apprendre une langue, quand je dis étrangère, 1, 2 langues, sur le plus jeune âge, c'est très facile. Et pour le numérique, c'est pareil. C'est plus on commence tôt, plus on aura de chances d'avoir une maîtrise intéressante du numérique. Troisième question, y a-t-il des référents PIX dans tous les lycées? Alors oui, il y a un référent PIX dans chaque établissement du second degré, c'est-à-dire il y en a un dans chaque collège, dans chaque lycée général, technologique et professionnel. Nommé par le chef d'établissement? Nommé par le chef d'établissement, absolument. Alors j'ai fait un sondage et nous avons repéré la liste de ces référents PIX en début d'année. Ils vont vraisemblablement changer en début d'année scolaire, mais je relancerai cette enquête dès le mois
dès le mois d'août. Ces référents PIX seront invités à une formation où on travaillera, je pense qu'elle aura lieu la prochaine au mois de septembre, très en détail tout ce qui a été présenté ici. Parce que vous voyez bien que quel est l'aspect le plus important qui reste à effectuer, c'est faire le lien entre ces compétences qui sont décrites dans le cadre numérique et les disciplines scolaires enseignées. Comment le professeur d'histoire géo, de sciences, va-t-il intervenir dans l'acquisition de telles compétences? Comment les équipes vont travailler, comment les équipes vont organiser des parcours de formation pour faire acquérir aux élèves ces compétences. Alors, en ce qui concerne la communication, c'est important aussi, je n'ai pas à disposition la liste de l'ensemble des professeurs de Polynésie française. Je les ai de ma discipline, mais ce n'est évidemment pas suffisant. Donc je compte beaucoup sur 2 listes de diffusion, puisque dans chaque établissement, il y a un référent numérique et un référent PIX. Les 2 sont souvent deux missions organisées par la même personne. La DAN communique avec ces personnes au moyen de listes de diffusion et une de leurs missions consiste évidemment à diffuser cette information auprès de tous les collègues de l'établissement. L'existence de ces webinaires en particulier, je l'ai simplement annoncé aux référents numériques et aux référents PIX, c'est à eux de transmettre cette information dans les établissements. Les référents numériques et les référents PIX sont un peu plus en avance dans la connaissance de cet outil parce que nous l'avons déjà présenté et nous avons déjà travaillé ensemble, mais dans les établissements, comme la personne qui a posé cette question, elle ne connaissait pas Copix la semaine dernière. Et donc, il faudrait s'inscrire et tester justement vos compétences sur la plateforme. Maintenant, il faut y aller. Bon, combien de temps en moyenne pour une validation PIX pour les élèves? Je ne peux pas répondre à cette question parce que même en temps moyen, c'est très variable. Il y a des compétences parfois qui sont quand même un peu plus compliquées à acquérir que d'autres. Les compétences dans le domaine donner et rechercher de l'information, où les élèves sont déjà entraînés dès l'école primaire, ce sont des compétences beaucoup plus faciles à acquérir que toutes celles qui concernent la sécurité ou la programmation ou l'environnement numérique. Donc, difficile de dire, mais peut-être un peu pour préciser, je pense qu'il faut bien un semestre pour que nos élèves soient positionnés, pour qu'ils puissent être certifiés l'année suivante. Oui. Les certifications est obligatoire en fin de 3e, en fin de terminale, lycée GT Pro et terminale CAP, et également alors là, je ne peux pas vous répondre avec précision, je ne sais pas si c'est en première année ou en 2e année de CPGE. Je pense que c'est la fin de la première année, et également la fin de première année de STS. Rentrée 2020. Rentrée 2020. Même si le B2I et le C2I sont déjà désuets. Hein. Voilà. Non, et heureusement que ce n'est pas le cas. Voilà, personnellement, je pense que c'était une erreur que de vouloir intégrer dans l'évaluation du DNB l'acquisition ou non du B2I. Voilà, donc ce n'est évidemment pas. D'abord, j'insiste bien, il s'agit de donner un niveau de maîtrise dans chacune des 16 compétences du cadre. Il ne s'agit pas de dire il a le CRCN ou non, il a PIX ou non. Non, c'est pas un examen. Voilà. C'est une évaluation, qui mesure à un moment donné de la vie du citoyen le degré de maîtrise dans les compétences du domaine numérique. Évidemment, pour compléter, on peut très bien avoir un élève qui a, par exemple, un positionnement d'un très haut niveau dans le domaine, on va dire, je sais pas, du traitement des données, et avoir un niveau très faible dans le domaine de la création de documents multimédia. Hein, ça n'empêche que c'est son profil. Mais il n'y a pas de bon ou de mauvais profil fixe. C'est pas, voilà, ça n'est pas bloquant.
Est-ce qu'un investissement de tous les professeurs, toute discipline, est demandé pour le suivi des élèves? Ou le référent PIX doit faire tout le boulot? Des conseils à donner, sachant que souvent ce sont les référents NUM qui sont obligés d'être référents PIX également. Question sur la charge de travail. Bon, alors, comme pour le B2I, comme pour les compétences du B2I, on avait dit que c'était l'affaire de tout le monde. Bon. Alors, oui, toutes les disciplines, tous les enseignants d'un établissement sont concernés par l'acquisition de ces compétences-là, puisque j'ai dit tout à l'heure que c'est dans les disciplines qu'il fallait rechercher le lien avec les compétences numériques, souvent clairement explicitées, et donc que toutes les disciplines sont concernées. Il n'y a pas d'heures dévolues à ce travail. Là, ce n'est pas le seul boulot, ce n'est pas le boulot du référent, ni du référent numérique, ni du référent PIX. Le référent PIX est là dans un établissement pour aider le chef d'établissement à monter les campagnes et à organiser dans l'avenir proche la certification. Les référents numériques, eux, sont là davantage pour animer, pour répondre aux questions de nature pédagogique. J'insiste bien, pédagogique quant à l'usage des outils numériques d'un établissement, et je pense qu'ils doivent aussi être là à côté des chefs d'établissement pour les conseiller en matière de ces usages, et également, ils ont un rôle de formateur au sein des établissements. Tout particulièrement en Polynésie, vu la configuration géographique de notre territoire, qui est complexe, il est impératif, à mon avis, de développer les formations à distance, comme nous essayons de le faire là maintenant, mais les formations locales. Et les formations locales dans le domaine du numérique, je pense que c'est tout référent numérique et peut-être des référents PIX pour cette année. Alors, c'est une charge de travail supplémentaire, oui, mais c'est tellement... Sachant que, si je peux me permettre, mais les collègues aussi, donc non référents, hein, donc les professeurs, on va dire, ordinaires, ont évidemment leur boulot, puisque chaque professeur, mais ça on le verra donc dans le prochain webinaire sur Pixorga, puisque chaque professeur peut proposer, il y a des parcours qui sont disciplinaires, et chaque professeur pourra proposer à ses élèves un parcours, etc. Donc le rôle du référent PIX, ce sera surtout en début d'année, en fin d'année et en cours d'année pour simplement continuer à donner des conseils à ses collègues. Mais les collègues peuvent travailler aussi tout seuls sur les parcours. Hein. Voilà. On parlera de parcours la semaine prochaine. Et enfin, la dernière question qui n'est pas encore inscrite, mais tout simplement, elle est là. Elle va venir. Non, elle n'est pas notée. Si l'évaluation PIX est obligatoire, que se passe-t-il si un élève n'est pas positionné? Ah, pas mal. Il fallait terminer par une colle. Mais... Non, ben, il faut qu'il soit positionné. Il faut qu'il soit positionné. Voilà, voilà. C'est comme si voilà. C'est comme si on dit si un élève ne se présente pas au bac, qu'est-ce qu'on fait? Comment il fait? Il n'a pas de stylo. Il ne pourra pas avoir le bac. Là, c'est pareil. S'il n'est pas positionné, il ne pourra pas être certifié, malheureusement. Donc, d'où la nécessité de le certifier, bien sûr. Ouais. De le positionner, pardon. Bon, c'est des questions sur lesquelles nous échangerons pour la semaine prochaine. Rafik, nous avons tenu l'heure. Nous avons tenu l'heure. Je rappelle que un des objectifs est de vous présenter un certain nombre de choses. Je pense que les webinaires, si vous en êtes satisfaits, nous allons continuer cette pratique durant l'année scolaire prochaine. Le format d'1 heure, ben, on y tient beaucoup parce que je pense que voilà, on peut rester attentif comme les élèves. Hein, on reste attentif aux 55 minutes. Après, c'est un peu plus difficile. Et c'est la même chose pour les adultes. Oui, bien sûr. Ces webinaires, et tout particulièrement les référents PIX, ne sont évidemment pas réservés aux référents, ni aux référents numériques, ni aux référents PIX. Voilà, écoutez, s'il n'y a plus de questions, nous, on va continuer le travail en mettant en place cette vidéo sur le site, ainsi que la transcription en fichier PDF de ce diaporama. Je vous souhaite à tous... Merci Rafik. Merci Eric. Merci à tous aussi. Merci à l'équipe aussi, qui a fait les questions, qui a rédigé, etc.
Et puis on vous dit à la semaine prochaine, même heure, même salle, pas le même thème, puisque ce sera sur Pixorga. C'est la suite. C'est la Voilà. suite. Au revoir à tous. Au revoir.